Hamilton et le Mac, votre rendez-vous historique du mercredi à midi et bien sûr à consommer sans modération avant le prochain Grand Prix. On est à quelques jours de l'étape canadienne. On est tous très contents d'ailleurs que la F1 retourne à Montréal. On le rappelle, le Covid nous avait privés de ce haut lieu francophone que l'on aime tant. Je dis ça parce qu'on aimerait bien y aller et je lance moi-même le lobbying tel Mercedes le fait avec le pompage et le marsouinage. Ravi de vous retrouver en tout cas en milieu de semaine avant le prochain Grand Prix. Hamza Ramani, Brice Germain bien sûr avec nous comme d'habitude. Notre duo de polémistes préférés sur les pistonnets. Et notre invité, Frédéric Ferret, auteur de ce livre, Les années Hamilton, paru aux éditions Solar et l'équipe. Frédéric, ravi toujours de te retrouver. Je rappelle que l'enregistrement se fait le même jour, mais vu qu'on lance une vidéo différente, on se redit bonjour. Et on est content de t'avoir. Bien évidemment, on ne va pas trop tricher. Les gens ont, je pense, bien évidemment compris quand ils voient qu'on a les mêmes vêtements, forcément. Ça donne un petit indice. Ce bouquin, on va en parler. Ce bouquin, on va le faire gagner aussi, Fred. Oui. Voilà, on va le faire gagner. On vous mettra un petit message sur les réseaux sociaux pour pouvoir le remporter. On te demandera une petite dédicace aussi, bien évidemment, qui ira avec ce livre. Et j'espère qu'il y aura, il y aura forcément un gagnant. Bien sûr, chez vous, on ne le gardera pas pour nous. Vous savez qu'on partage tout. D'ailleurs, c'est toujours le problème parce que c'est vrai que le premier, je l'avais lu et on l'a vite fait gagner. J'ai regretté de l'avoir fait gagner. J'ai pas l'exemplaire. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave, on ira l'acheter. Il faut faire marcher les maisons d'édition et les très bonnes librairies tout autour de chez vous. Lewis Hamilton, on va en parler dans cette émission. Les amis, ce sera le cadre, bien sûr, du décryptage, de l'entretien, bien sûr, avec Frédéric qui est avec nous aujourd'hui. On essaiera de comprendre un petit peu mieux qui est Lewis Hamilton, le pilote, l'homme, l'évolution aussi également du personnage, et puis la relation, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la relation du journaliste avec le champion, parce que c'est quelqu'un d'assez inaccessible, et on le comprend bien en tout cas dans ce livre, même si on se rend compte que dans ta carrière, tu as eu nombre d'occasions de le croiser, de l'interviewer, et tu nous parleras bien sûr de tout ça. On aura aussi également un débat, vous pouvez mettre le sommaire les gars en régie, hein, c'est comme vous voulez, on aura aussi également un débat autour de la question de Sergio Pérez, et on se posera la question justement, est-ce qu'il a le droit d'être champion du monde? Est-ce qu'il est autorisé notamment par Red Bull? Est-ce que Red Bull a intérêt à laisser ces deux pilotes se battre? Et puis on terminera sur un joli quiz pour faire hommage aux plus belles unes de l'équipe, parfois sur des sujets dramatiques et souvent sur des sujets bien sûr heureux. Mais la première chose, en parlant des unes de l'équipe, je voulais te montrer quelque chose là justement Fred en barco. C'est deux époques. 2008, peut-être l'une des plus belles courses de l'histoire de la Formule 1, Brésil 2008, le premier titre de Lewis Hamilton. On voit que la place de la Formule 1 sur cette une est assez limitée à côté d'un Joe Wilfried Tsonga qui avait remporté, je crois, à l'époque le Masters. Non, c'était pas le Masters, c'était le tournoi de Paris-Bercy contre Nalbandian, si mes souvenirs sont bons. Et à côté, cette une, 28 secondes pour vivre, cette pleine page accordée bien sûr à l'accident de Romain Grosjean en 2020. Est-ce qu'avec la hype Formule 1 de ces dernières années, est-ce que le traitement de l'équipe a changé justement vis-à-vis de cette discipline? Le traitement de l'équipe, il n'a jamais changé. Il y a toujours eu des envoyés spéciaux sur la Formule 1 et ça, on en est très fiers. On n'a jamais lâché le morceau. J'avais oublié, effectivement, personnellement, en tant que fan de F1, je trouve ça terrible. Mais Hamilton traité au même niveau qu'Ogier. Oui. Alors qu'Ogier, il a fait beaucoup de une. C'était même Loeb, je crois. C'était Loeb, oui, tout à fait. Pardon, pour son cinquième titre, excusez-moi. Ouais. C'est pas si mal que ça. À l'intérieur, à l'époque, on a deux photographes envoyés spéciaux qui sont là, avec sans doute l'une des plus belles photos qui ait jamais été faite. Vu qu'il y a deux photographes, il y en a un qui est de l'autre côté, qui est en tribune. Et en fait, c'est le podium vu de loin dans cette nuit tropicale, alors qu'on est encore en plein jour. Et Massa avec Alonso et Raikkonen sur le podium, et lui passant en dessous avec le drapeau anglais dans le parc fermé. Cette photo est somptueuse et elle fait je crois qu'on ouvre, malgré tout. Ah non. Mais en fait, historiquement, la F1, mais je pense que c'est un choix et c'est pas du tout rétrograde vis-à-vis de la discipline. Moi, j'ai le souvenir que la F1 a toujours été dans les dernières pages. Parce que moi, généralement, quand j'achetais l'équipe, justement, je commençais par la fin et j'arrivais justement sur la Formule 1. Ça a toujours été la culture. C'était d'abord, quand le journal est passé en couleur, il n'y avait qu'une page en couleur. Et c'était l'ADER. Et l'ADER, c'était l'auto et la F1. Donc, c'est dire qu'il y a toujours eu une importance accordée à l'automobile qui a un peu disparu. Étonnamment, là, il est pas payé, Lewis, mais 2007, son arrivée en F1, fait que à la rédaction, on décide de remuscler un peu
la F1. On pourrait évoquer les 2 titres d'Alonso qui sont très très mal payés. Surtout sur des 2006. un match de championnat en bois entre Lyon et l'OM. Excusez-moi les Olympiques de tous côtés, mais C'est nous deux ici. ce jour-là, vous ne méritiez pas la une. Et Fernando l'aurait mérité. Et le fait, alors bon, forcément, Romain Grosjean, c'est peut-être pas le meilleur exemple d'ailleurs que j'ai mis, mais forcément, cet accident a marqué les esprits au-delà même des fans de Formule 1. Il y a une autre une, moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'était Abu Dhabi Vice, avec ce jeu de graphisme absolument incroyable, ces couleurs, etc. Ça, je pense que c'est la plus belle sur les 10 dernières années. Elle est fantastique. The Crown, elle était bien aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et Mercedes l'a reprise sur son compte Instagram. Ah ouais? Ouais. Preuve qu'elle était très bien. Est-ce que justement, le fait désormais de mettre Photo d'un journaliste de l'équipe. Ouais. Ils sont venus 2 fois. Ils m'ont accompagné 2 fois dans cette année sous Covid. Ils sont venus au Portugal avec le record de victoire de Lewis. Et ils sont venus en Turquie pour le 7e titre de Lewis. Donc, vous avez du nez à l'équipe. 2-1 avec deux de nos photographes. Stéphane Mantet et Jérôme Prévost. Il faut les féliciter. Tu fais bien de les féliciter. Et justement, est-ce que le fait de mettre justement la F1 en avant en une, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus vendeur que ça ne l'était avant? Ouais, je pense que c'est évident. Et la rédaction en chef ne ferait pas ces choix-là si c'était pas pour des raisons aussi de vente. Il n'y a pas de doute. Mais, ils travaillent très bien avec nous pour essayer de faire des coups quand on est pris par la Champions League et la Heineken Cup en rugby. Forcément, on est obligé de comprendre où on se situe par rapport à ces gros sports, mais ils nous mettent bien en valeur et c'est vachement bien. Et puis aujourd'hui, une c'est aussi devenu un souvenir. Il y a beaucoup de gens qui achètent l'équipe juste pour garder le souvenir du moment, en fait. Moi j'ai ça, j'avoue, j'ai une collection de oui, qui prend énormément de place. J'en ai quelques-unes aussi, mais tout le monde se souvient pour l'éternité de la Coupe du Monde 98. Donc du coup, s'il y a un nouveau marché entre guillemets de fans de F1, forcément que l'équipe doit s'aligner pour derrière marquer le coup sur des événements importants. Et depuis, je pense, la victoire de Gasly, le fait que la France revient sur la scène, devant de la scène en F1, effectivement, là, on a plus de une l'équipe et c'est pas pour nous déplaire. C'est reparti un petit peu avant. L'année avant Covid a commencé à vraiment changer les choses pour nous dans le traitement et celle-là est magnifique. Merci la régie d'ailleurs, bravo les gars. Somptueuse. Elle est fantastique. Avec une formidable interview de Michael Masi à l'intérieur. La dernière, je crois. À la dernière. C'était la partie Vice de l'interview. Il n'y avait pas de tromperie, en tout cas, sur le titre. Voilà, en tout cas, les unes de l'équipe, je vous le dis, on en reparlera dans le quiz en fin d'émission. Et puis, on parlera aussi également de toi, Frédéric, dans l'entretien. Et ce sera très intéressant, bien évidemment. Et je vous rappelle, ce bouquin a gagné aujourd'hui les années Hamilton. Alors, si vous ne le gagnez pas, allez l'acheter aussi également, parce que forcément, ça vaut le détour. Tout de suite, on attaque sur le sujet Red Bull. Pérez, c'est l'heure du débat. Sergio Pérez a-t-il le droit d'être champion du monde? Tiens, c'est la question qu'on a envie de se poser au vu des performances, en tout cas du pilote mexicain depuis le début de cette saison 2022, au vu aussi également de la gestion qui pourrait être celle de Red Bull jusqu'à la fin de cette saison. On va attaquer tout de suite avec le premier axe de ce débat. Pérez peut-il réellement concurrencer Max Verstappen? On voit justement qu'en 2022, Pérez est à la lutte avec son coéquipier. Il y a eu ce changement de cap chez Red Bull dans la gestion du numéro 2. Alors, je pose la question, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques réponses dans ce début de saison, avec une voiture qui semble être un petit peu plus adapté au pilotage de Sergio Pérez. Est-ce qu'on a changé un peu son fusil d'épaule du côté de Red Bull après l'échec, bien sûr, connu avec la gestion de Pierre Gasly, la gestion notamment d'Alex Albon pour les dernières années, et un bilan comptable aussi également qui saute aux yeux, c'est qu'au tiers de la saison, Pérez n'est qu'à 21 points de Max Verstappen, soit pas grand-chose quand on compare à l'année dernière. Et puis, la deuxième question forcément inhérente, peut-il lutter sur une saison complète avec son coéquipier? Il compte autant de pôles jusqu'à présent que Max Verstappen. Ils sont à 5-3 en qualification en faveur du Néerlandais. Est-ce que ce Sergio Pérez sans pression, présenté comme un coéquipier modèle, pourrait être le poil à gratter justement du champion du monde 2021 ? Champion du monde 2021 dit aussi expérience dans la lutte au titre et contre un Lewis Hamilton, forcément ça doit compter. Et puis le spectre des problèmes mécaniques peut-il être l'arbitre de cette saison? On se rappelle notamment qu'un certain Nico Rosberg avait pu profiter de tout ça,
c'était un point parmi tant d'autres en 2016. Regardez plutôt, et je vous donne tout de suite la main, cette première déclat de Sergio Pérez qui disait ceci: pour moi, à ce stade de ma carrière, le plus important est d'apprécier l'instant présent. Le jour où je ne prendrai plus de plaisir, cela veut dire qu'il sera temps pour moi de raccrocher le casque et de rester à la maison. Mais je n'en suis pas encore là. Si je suis ici, c'est parce que je crois fermement que je peux devenir champion du monde. Est-ce que c'est la méthode Coué façon Valtteri Bottas, comme on l'a entendu ces dernières années, ou est-ce que oui, Sergio Pérez a le potentiel pour devenir un champion du monde de Formule 1? Non. Ça mérite d'être clair. Non, mais je lui souhaite bon courage face à Verstappen. Ouais. Non, tu dis ça pourquoi? Par rapport à l'interne et de ce que tu sais de Red Bull, ou par rapport au talent intrinsèque des deux? Alors, le talent intrinsèque des deux, là, il y a... Okay. C'est des Verstappen, je peux en voir deux autres sur le plateau et c'est tout. Hein. Leclerc et Hamilton. Ok, alors maintenant, est-ce qu'on se poserait la question du coup de l'adaptation du pilotage de Sergio Pérez à cette monoplace? Je pense que c'est circonstanciel. On a eu 2 circuits en ville où la pole peut être primordiale ou importante. Et à Silverstone, par exemple, je pense que Pérez ne sera pas là. Et Barcelone aussi, on a eu avant. Où Pérez, quand même, avait le rythme. Ouais. Je dis pas du tout que Pérez a le talent intrinsèque de Verstappen, mais j'essaie de voir dans les retranchements ce qu'on peut essayer de tirer de tout ça. Et ce que je vois quand même, c'est que Sergio Pérez, ça fait quand même 3 Grands Prix qu'au niveau qualificatif, il est là. Mais Verstappen n'est pas bon en qualif. Hein. Ouais, toutes mesures gardées. La saison dernière. Avant la saison dernière, c'était le reproche qu'on lui faisait. C'est pas sa force. Hein. Bah oui, il a 25 victoires et 6 ou 7 pôles. Donc, mais Pérez non plus. 14 pôles. 14 Ouais. Déjà? Exactement comme Leclerc. Oui, Leclerc l'a égalé. Il en a 15. Il lui est passé devant. Et bizarrement, moins de victoires. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au niveau de la performance en qualification, ce n'est pas non plus historiquement le point fort de Sergio Pérez. La saison dernière, et il avait des poubelles aussi. Hein. Aussi, mais c'est vrai. Mais 2 fois la saison dernière, il était devant Max Verstappen. Cette année, je vois qu'il y a 5-3. Est-ce que Pérez a le droit d'être champion du monde? Moi, sincèrement, il lui faut en fait, pour espérer être champion du monde, il lui faut une année parfaite. Tu as cité l'exemple Nico Rosberg. Et il faut... Des défaillances en face aussi. Ouais, on imagine des défaillances. Un manque de motivation. Pas manque de motivation, des défaillances mécaniques comme on a. Si on fait le parallèle entre. Moi, le manque de motivation de Verstappen, perso, je ne crois pas. Non, j'y crois pas non plus. Jamais. Nico Rosberg, ça lui a pris 3 ans pour être capable d'affronter mentalement Lewis Hamilton. Ouais. Sergio Pérez, qui découvre aujourd'hui qu'il a une voiture qui pourrait l'amener au titre, je lui souhaite bon courage. C'est pas une différence. Il y a une différence parce que Rosberg, il a une histoire personnelle avec Lewis Hamilton tout au long. Mais Verstappen, s'il commence à avoir des casses mécaniques, il va plus lâcher son équipe pour qu'il ait à chaque fois le nouvel aileron avant. On va rappeler les années Red Bull avec Weber, pas mal pour un numéro 2. Et je pense qu'il n'a pas le niveau mental de Weber. Hein, parce qu'il va falloir rentrer en conflit avec son équipe. On voit bien que hier il se plaint en disant j'aurais bien aimé rentrer sous VSC. Ah ben non, j'en parlerai plus tard. Enfin, voilà, il est pas prêt au conflit. C'est une histoire de communication. Il envoie des messages pour que tout le monde entende. À partir du moment où aujourd'hui il est, entre guillemets, parce qu'un contrat, c'est vite aussi, encore plus chez Red Bull, mais il vient de re-signer son contrat, il en a pour 2 ans. Après, il va falloir aussi qu'à un moment donné, Sergio Pérez lui-même porte ses responsabilités. Et en fait, peut-être que je suis en avance par rapport à la suite du débat, mais si Sergio Pérez veut devenir champion du monde, il va falloir... Je ne sais pas si ça doit venir de lui, mais il va falloir prendre des risques parce que soit il se mettra en porte-à-faux vis-à-vis de Red Bull, et ça peut pourrir l'ambiance avec son coéquipier Max Verstappen, soit il continue de rester, entre guillemets, le numéro 2 qui s'écarte quand on lui demande de s'écarter, et là, dans ces conditions, jamais il n'ira. Parce qu'aujourd'hui, on voit le classement du championnat du monde, ça commence à chiffrer, d'autant plus qu'à Barcelone, tu laisses passer une victoire et tu offres la victoire à ton coéquipier. Si tu veux être champion du monde, il faut que toi, tu sois parfait et que tu laisses 0 possibilité à Max Verstappen. La première partie du truc, on parlait vraiment que de niveau cette saison. Et de situation, je trouve que la mise en situation d'Hamza est assez intéressante. Est-ce qu'à l'âge qu'il a, au momentum dans le moment de la carrière dans laquelle il est, le fait qu'il soit un peu désinhibé, sans pression, comme il le dit, c'est peut-être que de la communication, est-ce qu'il n'a pas le droit de croire, entre guillemets, à son destin? Est-ce qu'il ne peut pas
On s'avance énormément, c'est presque de la science-fiction, hommage et copyright à cette fameuse phrase qui est de toi, Hamza. Mais est-ce que, quelque part, le fait de croire en son destin ne peut pas faire de lui le poil à gratter de Max Verstappen et, in fine, in extenso de Red Bull? La réponse, elle est maintenant sur les 3 prochains Grands Prix, parce que c'est maintenant qu'il doit le faire. C'est maintenant qu'il doit taper du poing sur la table et pas dire c'est pas juste, les gars, on en discutera ce soir. Non, c'est fini. Maintenant, il a un contrat de 2 ans. Je pense qu'il a ce contrat de 2 ans pour assurer le championnat à Red Bull et permettre à Helmut Marko de négocier dans de meilleures conditions avec la famille Verstappen, parce que les prochains contrats risquent d'être compliqués à signer au niveau des zéros. Mais voilà, c'est maintenant et tout de suite. C'est pas dans 6 mois qu'il faudra qu'il se réveille. Tu penses qu'avec la négociation de ce nouveau contrat pour Sergio Pérez, il y a clairement la mention, ou en tout cas quelque chose entre les lignes qui dit le rôle, c'est d'être le lieutenant de Max Verstappen? J'ai du mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'écrire. Je pense qu'il y a un objectif fixé qui est d'être champion du monde constructeur et rien d'autre. Exactement. Je pense que c'est la volonté de Red Bull avec Sergio Pérez. Il n'y a pas un pilote qui signera en marquant si tu es devant ton équipier, tu dois le laisser passer avant le dernier Grand Prix. Oui, non, ça ne s'appelle pas un contrat. Il y a un projet Sergio Pérez. Il faut quand même rappeler un peu sa carrière. C'est inespéré quand même de se retrouver chez Red Bull. C'était Red Bull ou rien. C'est aussi. Quand il quitte Racing Point, Racing Point. À l'époque, il se retrouve quasiment sans rien. Il a eu une première opportunité chez un top team, McLaren, mais en l'occurrence, la McLaren, c'était une épave en 2013. Donc, en plus, ça s'est pas très bien passé avec c'était Jenson Button, je crois, son coéquipier. Il y avait quelques frictions déjà en piste. C'est un jeune pilote, en fait. Enfin, c'était un jeune pilote performant, mais on lui a jamais vraiment donné sa chance. Moi, je me souviens, alors, rumeur ou intox, mais les pré-contrats signés, notamment chez Ferrari. On disait à Sergio Pérez, ce sera toi, et finalement, il n'a jamais signé chez Ferrari. Est-ce qu'il y a un pilote du plateau qui n'a pas signé un pré-contrat chez Ferrari? Une phrase qu'on entend très souvent, bizarrement. Mais en fait, vous signez votre pré-contrat, il part à Maranello. Et après, j'imagine que dans le bureau de Binotto, il doit avoir un pile comme ça. Ah ouais, pour faire des autographes sur les casquettes, je dois pouvoir faire une Hülkenberg et une Pérez. Non mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça pour l'aspect mental de Sergio Pérez m'intéresse. Il n'a plus rien à perdre. C'est un pilote qui est plus sur la seconde partie de sa carrière et sur la fin de sa carrière qu'un jeune pilote de 22 ans comme l'était par exemple un Pierre Gasly, où tu peux éventuellement te retrouver à la porte de Red Bull. Là, Pérez, c'est bonus. Il est chez Red Bull, il profite, il signe des victoires qu'il n'a jamais signées auparavant, à l'exception de sa dernière chez Bahreïn, à Sakir, chez Racing Point. Tu te retrouves dans une situation où tu as donc la voiture pour performer sur plusieurs années. Tu as un coéquipier qui quand même est dur, mais je pense aussi que Sergio Pérez peut apprendre vis-à-vis de lui. Il est en train de gagner la confiance de Red Bull. À un moment, c'est à lui de décider quand faire basculer ce curseur pour rester focus sur aller chercher ce titre mondial. Mais comme le dit Frédéric, si à Silverstone, si en Hongrie, au moment de la trêve, il a 60 points de retard, c'est déjà trop tard. Ouais, bien sûr. C'est déjà terminé. Qu'est-ce qu'il a 19, hein 21. 21 Attends, oui, je crois que c'est ça. C'est 20 points, quoi. 20 points, c'est quoi dans l'optique du championnat quand tu es à 8 courses? Déjà, il y a 8 courses qui sont passées, ça veut dire qu'il y a un tiers du championnat où tu as tenu la dragée haute à Max Verstappen. Mais c'est à lui de décider, du coup, du moment où il dit non, oui. Exactement. Ah, mais ça, je suis d'accord. d'accord. Parce que plus tu laisses passer de Grand Prix... Dimanche, c'était insensé. Parce que le rythme en course ne méritait pas le... On va y revenir sur ce point. Tu disais, Fred, lors du débrief, tu disais Sergio Pérez a certaines qualités, notamment dans la gestion des gommes. Qu'est-ce qui lui manque, du coup, pour être un potentiel pilote pouvant se battre pour un titre de champion du monde? C'est quoi, c'est seulement mental? Ouais, la hargne. D'accord. Je l'ai jamais. C'est la première fois que je l'entends dire je veux être champion du monde. Ah oui, quand je signe. Tu peux l'être aussi. Hein. Ouais. Chez Force India, bon. Champion du monde, c'est compliqué. Je suis navré, Esteban Ocon, il m'a toujours dit en arrivant chez Force India qu'il voulait être champion du monde et qu'il voulait battre Lewis Hamilton. Sergio Pérez, je l'ai jamais entendu dire ça. Sauf le premier jour quand on arrive en F1, donc en 2011, je crois. Le rêve. Le rêve, gagner une victoire. Il y a eu McLaren qui a été un traumatisme parce que derrière, il retombe dans les bas-fonds, enfin, entre guillemets, après cette année chez McLaren. Je me souviens quand on le présente en 2013, on se souvient tous de la Malaisie en 2012 où il fait une course incroyable contre Fernando Alonso. On se dit Sergio Pérez. Là-bas au virage, je sais plus combien. Et Sergio Pérez, à ce moment-là, c'est un des
talents, des jeunes pousses, des pépites de la F1 où on se dit waouh, le pilotage est incroyable. Il faut quand même se rappeler qu'en 2013, quand il signe chez McLaren, c'est le plus jeune pilote à signer chez McLaren depuis Lewis Hamilton. Bon, c'est Hamilton. Et je crois avant Hamilton, c'était pas Kynen ou je sais plus. Peut-être Kimi, hein. Peut-être Kimi, peut-être Kynen, mais c'était des très très jeunes pilotes. 23. Là, Sergio Pérez, il arrive, je crois, il a 23 ans chez McLaren. Aujourd'hui, il a 10 ans de plus, il a 10 ans d'expérience. Donc peut-être aussi que ce manque d'ambition qu'on a entendu chez Force India venait peut-être du fait que il a pris une grosse claque en début de carrière aussi chez McLaren et qu'après c'est devenu un pilote qui était déjà bien content d'être en Formule 1, mais maintenant qu'il récupère un baquet, moi je le trouve en constante progression vis-à-vis de Red Bull et de Max Verstappen. 19 points, 20 points pardon, je sais pas, 21 poins, voilà, j'ai du mal. Au bout de 8 courses face au champion du monde en titre. Pour moi, tu es obligé de jouer le titre. Peu importe si tu sens que tu n'as pas les capacités, mais en fait, de fait, mathématiquement, tu le joues le titre. En plus, tu viens de dépasser le rival de l'autre écurie. Tu viens de dépasser celui qui était encore la caution de Red Bull pour dire faut que tu aides Max. Tu viens de te mettre devant lui au championnat. Il n'y a plus d'excuses. Mais pour concurrencer, Max Verstappen, il ne faudrait pas, dans la stratégie optimale pour Sergio Pérez, avoir un rival capable de performer, en l'occurrence aujourd'hui Ferrari, mais si Ferrari ne parvient pas à jouer le titre sur cette saison en tout cas, est-ce que pour Sergio Pérez, avoir un rival, un prétendant, Charles Leclerc, George Russell et Lewis Hamilton, qu'importe, d'une autre écurie qui joue le titre, ce serait pas avantageux pour lui, dans le sens où si demain il est devant... Ah non. Tu penses pas? Ah non, au contraire. C'est un argument pour Red Bull. Là, pour le coup, s'ils sont en match à deux, il peut, comme le dit Brice, on a que Leclerc à combattre. Donc, laissez-moi me battre avec lui. Si on se retrouve avec George Russell qui vient dans l'équation, là, ça favorise son numéro 1. Quoi. Il faut un numéro 1, un numéro 2. Tu penses que si tu as Verstappen-Pérez tout seul, qui peut arriver en seconde partie de saison, tu penses que chez Red Bull, on sera plus enclin à laisser Sergio Pérez se battre pour le titre? Non, de toute façon, on ne le laissera pas. Donc, le problème, c'est lui tout seul qui devra décider, en acceptant de se retrouver seul dans le garage. Et vous pouvez demander à Fernando Alonso ce que ça fait d'être seul dans un garage en 2007. Vous pouvez demander ce que c'est à Nico Rosberg d'avoir à se battre contre ses propres alliés. C'est pas facile. Hein. Justement, ça demande un courage. Oui. Justement, c'était la question qu'on a envie de se poser. Est-ce que Red Bull est le fameux Verstappen Racing Team, pour reprendre l'expression chère à Christian Horner? Regardez avec ce tableau très rapidement, et on verra avec deux déclarations aussi également, peut-être une évolution dans la com. Je ne sais pas ce que ça vaut, tu nous diras Fred ce que tu en penses. Max, l'enfant prodigue bien sûr de Red Bull, le chouchou de la filière, programmé pour le titre, on l'a toujours dit. Moyen, t'es pas d'accord avec ça? Alors, c'est pas le chouchou de la filière, parce qu'il n'a jamais été oui, c'est vrai. C'est le chouchou de Red Bull. C'est le chouchou de Red Bull, tout simplement. Et tout à fait. Ce contrat renouvelé jusqu'en 2028, ce statut à part aussi également, avec une rémunération. Ses propos après Abu Dhabi, on s'en rappelle aussi également dans la radio. Bon, c'était dans un moment d'euphorie, parfois on peut dire certaines choses. Sainz, Albon, Gasly, Kvyat, une filière sacrifiée quand même pour Max Verstappen. Et puis Pérez, est-ce qu'il peut être plus qu'un fidèle lieutenant? On a compris ta réponse, Fred. Il y a eu, et c'est vrai, des faits aussi, les 3 consignes d'équipe qui ont été données du côté de Barcelone. Le no fighting du côté de Bakou, mais là qui peut s'expliquer, qui est davantage pragmatique parce qu'il avait cramé ses pneus et qu'il était à quelques secondes autour, on va dire, du rythme de Verstappen, et qu'il y avait aussi également Leclerc qui poussait derrière. Et puis, c'est la question que je vais vous poser, un petit changement de com quand même depuis Monaco. Regardez ces deux déclarations. La première, c'est celle de Christian Horner. Alors Christian Horner, c'est vrai que lorsqu'il parle, il faut parfois lire la citation et prendre l'inverse pour comprendre la réalité. Ce n'est pas Sergio Pérez Racing Team ou Max Verstappen Racing Team, c'est Red Bull Racing. Ils travaillent pour l'équipe, ils ont une responsabilité, ils pilotent une voiture conçue par environ 800 employés ici et produite pour eux. Peu importe lequel des deux est champion du monde, que ce soit Checo ou Max, ce sont tous les deux des pilotes Red Bull. Ça, c'est ce qu'il a dit à Bloomberg le 3 juin, et il répondait à cette déclaration de Jos Verstappen, le papa bien sûr de Max, qui déclarait après Monaco: Red Bull a obtenu un bon résultat, mais en même temps exercé peu d'influence pour aider Max à prendre la tête. Qu'il ait terminé 3e, il le doit à l'erreur de Ferrari. Le leader du championnat, Max, n'a pas été aidé en ce sens par la stratégie choisie. Ça a tourné complètement en faveur de Checo. Cela m'a déçu et j'aurais aimé que ce soit différent pour le leader du championnat. 3 fois. Leader du championnat. Il n'a pas précisé qu'il était champion du monde en titre en plus. Mais ce que je veux dire par là, est-ce que, son fils. Très clairement, même si on comprend que c'est de la com, ce que dit Christian Horner, on a l'impression que le clan Verstappen est bien trop fort au sein de l'écurie Red Bull pour que Red Bull laisse, on va dire, Sergio Pérez espérer quoi que ce soit. Si on faisait un débat sur
quelles sont les faiblesses de Max Verstappen, je dirais son père. Ouais. C'est le seul problème. Il a réussi à être exfiltré en 2018 pendant 5 ou 6 Grands Prix, ce qui a permis à Max de grandir et de totalement changer en mûrissant de manière accélérée. On s'en fout. Est-ce que vous allez demander l'avis mon père n'appelle pas le patron des pistonnets. Non, mais Véronique Rabiot, par exemple. Oui, non, mais c'est vrai que dans le sport. Est-ce que, là aussi, le papa de Lewis a un peu disparu, mais est-ce que vous l'avez déjà entendu, même à l'époque où il gagnait, même où il était au combat avec Fernando en 2007, il donnait son avis, c'était dans les journaux anglais, mais ça n'allait pas plus loin. C'est la mentalité karting un peu. Yos a pris un pouvoir médiatique au même niveau que Helmut Marko, qui fait que ça vient court-circuiter les choses. Mais alors justement, il y a un pouvoir médiatique, mais est-ce qu'il a une influence réelle chez Red Bull? Non. Aucune. Aujourd'hui, Max gère tout seul. C'est pas lui qui est son agent avec son agent, qui était l'agent de son père, dont j'ai oublié le nom, Raymond. Mais Joss, ok. C'est bon à savoir, parce qu'effectivement, il y a ces déclarations qui polluent. Ils viennent en groupe négocier, mais aujourd'hui, Max négocie seul avec son agent et il n'a pas besoin de son père pour ça. Le propos de Jos Verstappen, est-ce que c'est un propos... Je pense que Max n'a pas dû apprécier ça. D'accord. C'était justement ce que j'allais te poser, c'est la réaction de Jos Verstappen, est-ce que c'est la réaction d'un clan qui sent, entre guillemets, une petite menace, ou un début de menace, Sergio Pérez, et qui veut tout de suite protéger ses intérêts, ou est-ce que non, c'est juste une parole comme ça, que nous on reprend aujourd'hui, mais qui n'a que très peu d'écho au sein même de... C'est la déclaration d'un père qui sent son fils, pas en danger, mais menacé, alors que Max, de l'intérieur, voit très bien... il n'est pas menacé. Il n'est pas menacé une seconde. Ça a dû sévèrement lui casser les pieds de devoir finir derrière Checo, mais si, je n'ai pas regardé votre débriefing de Monaco. Oui. Mais s'il n'y a pas Carlos Sainz intercalé entre les deux, tu penses qu'il y a le swap? Alors, mais surtout, je pense qu'on laisse Pérez se sacrifier et qu'en sacrifiant Pérez, il gagne. Mais, Ah bah oui, parce que la stratégie, initialement, dans les têtes, c'est pas du tout celle qui était gagnante. Non. Donc le coup de 5 secondes qu'il reprend sur Leclerc, plus les événements de derrière, c'est un coup de chance pour Red Bull de s'être trouvé avec Checo devant. Mais derrière, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire chez Red Bull pour aider Max Verstappen à ce moment-là? Rien. Et au vu de la performance qu'avait Pérez à Monaco, comme je le disais dans l'émission de Monaco, je pense que Horner était bien content d'avoir Sainz au milieu pour pas avoir à redécourager une nouvelle fois Sergio Pérez. Parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte chez Red Bull. C'est-à-dire que si aujourd'hui Sergio Pérez affiche dans les déclarations une volonté d'être champion du monde, qu'il est à 20 points, 21 points, je vais y arriver, de Max Verstappen, et que on lui met les bâtons dans les roues de façon systématique, peut-être qu'on va plus avoir le même Sergio Pérez en termes d'investissement qu'on a maintenant. Et du coup, peut-être perdre le titre constructeur pour Red Bull. Donc à un moment donné, il va falloir être un petit peu dans le dosage du côté. Parlez-en à Lewis sur Abu Dhabi 2021. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que Sergio Pérez, c'est l'année ou jamais. Parce qu'aujourd'hui, il est à 19 points, on ne sait pas ce que ça donnera l'année prochaine. À 21 points, pardon. Donc il y a une possibilité, s'il arrive à la trêve avec une vingtaine, enfin, allez, on le disait, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, s'il a 20-30 points, ce qu'on disait pour George Russell, c'est valable. Du coup, enfin moi, en tout cas, je l'applique pour Sergio Pérez. Si tu arrives après la trêve à une vingtaine, trentaine de points de Max Verstappen, c'est peut-être l'année ou jamais. Et c'est peut-être le moment de s'émanciper ou de... Même plus que s'émanciper, c'est clairement créer une révolte à l'intérieur. Jouer pour lui. Est-ce que, si on prend juste le prisme Red Bull, on l'a dit lundi dans le débrief, Ferrari semble être en difficulté en termes de performance, en difficulté par rapport à Red Bull, en termes de performance, en termes de fiabilité, parfois même en termes de choix stratégiques. Il y a ce matelas désormais pour Red Bull de 80 points d'avance au classement des constructeurs. Est-ce que Red Bull peut basculer dans une philosophie un peu Mercedes 2014-2016, c'est-à-dire on a une image de marque à préserver. Oui, nos pilotes pourront se battre en piste parce qu'on veut préserver, entre guillemets, je sais pas... mais c'était seul. Ils se battaient seuls, Mercedes. À 80 points d'avance, t'es pas un peu seul? Et en plus, on a tout de suite vu que ce discours a changé. Oui, très rapidement, au bout de 2 ans. Donc, et Red Bull ne l'a jamais eu.
Donc, Ça rentre pas dans l'ADN Red Bull. le Silverstone 2010, puis le Multi 21 de 2013. Malaisie. Oui, c'est vrai. Donc là, chez Red Bull, il y a toujours un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Et certains complotistes diront que Weber a été sacrifié en 2010 pour Sébastien Vettel pour J'en fais partie. Ah bon Je pense que... Alors, il était mieux placé au championnat. Ah oui, d'accord, on en est là chez Red Bull. Ça veut dire que même avec un Vettel moins bien placé au championnat, comme c'est le petit... On rappelle quand même qu'en 2010, Vettel n'a jamais été leader du championnat du monde. Non, jamais. Jusqu'à l'après Abu Dhabi. Attends, Mais Weber a perdu tout seul en Corée. Il a perdu le titre. Frédéric, vraiment, c'est une question qui m'importe là. Est-ce que chez Red Bull, on est capable de mettre une stratégie en place au dernier Grand Prix de la saison pour favoriser le 3e favori au titre, sachant qu'on est en lutte avec un pilote qui est Fernando Alonso Abu Dhabi 2010, Weber sert de cible. Hein. Il est envoyé au casse-pipe et je comprends pas que... Mais comment il reste après ça alors, enfin, pour moi, il se rate, mais après, je suis peut-être naïf. Hein. À me dire oui. Weber se rate. Non, Red Bull se rate par rapport à la stratégie qu'ils font sur Mark Webber pour, derrière, envoyer Fernando Alonso. Ah ben non, c'est parfait. C'est la proie parfaite. Et moi, je pensais pas que Ferrari allait tomber. Ah oui. C'est la première fois de ma vie où en direct, je comprends une stratégie. C'est 2010, il m'a fallu 10 ans. Et j'ai dit, mais non, ils vont pas le faire. On voit que Massa est tanké déjà derrière Petrov. Donc ça sert à rien. Oui, c'est vrai aussi. C'est totalement ridicule. D'ailleurs, je sais plus comment s'appelle l'ingénieur australien, il a pris la porte derrière Dominicali. Le soir même. Donc 12 ans plus tard, imagine, Abu Dhabi, t'as Checo Pérez en tête du championnat, Charles Leclerc 2e, Max Verstappen 3e, on pourrait envoyer au casse-pipe Sergio Pérez pour le gain du championnat de Max Verstappen si on appliquait ça maintenant. Alors, pour le coup, on fait de la fiction parce que la Corée doit être 2 grands prix avant. Oui. Et la Corée, il est en tête. Mark Webber. C'est amusant qu'on parle Bien sûr. C'est l'agent de Oscar Piastri, c'est lui qui se bat pour... Oui. Et il est en tête. Et la conférence du jeudi, si vous arrivez à la retrouver sur Internet, c'est impressionnant comme il maîtrise tout le monde. C'est même plus la FIA qui pose des questions, c'est lui qui nous regarde, qui dit comme ça, qui reprend Vettel. Il est quasiment assuré du titre. Je prépare le titre Mark Webber le samedi soir après la pole. Pendant 1 heure avec lui à faire un portrait. C'est quasiment... c'est acté. C'est pas acté, mais c'est une grosse possibilité. Un post-Japon et avant la course en Corée du Sud, il a 14 points d'avance sur Alonso et sur Vettel. Mais aujourd'hui, est-ce que ça pourrait se reproduire un truc pareil ? Non, parce que alors, pourquoi on a tout mis sur Vettel depuis le début de l'année ? C'est que c'est le début de la filière Red Bull. Faut pas oublier que Red Bull est en train de mettre en place ce système-là. Et alors, imaginez, vous mettez un gamin en 2007 chez Toro Rosso et vous l'amenez au titre 3 ans après. Ça veut dire que ça valide tous vos choix. Et à cette époque-là, en 2010, des jeunes pilotes Red Bull, vous en avez... On en a vu défiler. Ouais. Alors justement, Max Verstappen, lui, est déjà titré maintenant. Est-ce que... On va essayer de faire des analogies pour essayer de comprendre, parce que c'est quand même le même board. C'est le seul outil de comparaison. C'est le même board, Weber, pour moi, est-ce qu'en 2011, 2012, 2013, au début de saison, Mark Webber avait autant de chances que Sébastien Vettel d'être titré ? Alors non, parce qu'en 2011, c'est les échappements soufflés, et il ne sait pas conduire. Mais maintenant que Vettel a eu son titre et qu'il avait eu, entre guillemets, il était devenu le plus bon pilote de l'histoire. De toute façon, Weber a fait cet acte de puissance. Silverstone 2010, quand on lui prend son aileron avant, après les FP3, pour le donner à Vettel qui vient de casser le sien, et qu'il le fracasse, je crois que c'est à Copse, il lui met un petit coup au départ, qui gagne la course, et qui fait cette déclaration sur le podium, même pas en conf de presse, pas mal pour un numéro 2. Donc ce jour-là, il sait que maintenant, soit il gagne le titre et il pourra sauver sa place. Par la force. Ah voilà. Donc, on en revient à Pérez. Donc Checo Pérez doit... Voilà, ok. Donc si on fait l'équivalent, Silverstone 2010, ça doit être Silverstone 2022. Oh, bon, on a hâte. En fait, si on t'écoute bien, Fred, je ne peux pas dire que la saison 2022 est pliée, mais là, le suspense pour 2022... Donc toi, tu vois Verstappen et basta, quoi. Et voilà.
Ah bah non, Brice, tu t'as parlé tout à l'heure de ces patterns qui revenaient. On rêve tous qu'il y ait, Moi aussi. il y ait un changement de... La dernière fois qu'on était au Canada, le pauvre Vettel s'est pris ses 5 secondes de pénalité et a perdu sa victoire face à Hamilton. Ah oui. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de karma avec une victoire de Charles Leclerc et on a un peu Ah, oublié mais ce Red que Bull, ça ils ont rien fait fait. dans l'histoire, c'était Hamilton en face, donc karma peut marcher. En tout cas, voilà, on a un débat qui est très tranché. D'habitude, on pose une question et on n'a pas de réponse. On essaye d'aller à gauche, à droite, au milieu et de vous donner un éventail de réponses. L'expertise de Frédéric Ferret vous aura appris une chose aujourd'hui, c'est que Sergio Pérez pourrait ne pas être champion du monde à la fin de cette année 2022. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Je vais me flageller avec l'équipe. Si jamais il est champion, Pérez est en fait, c'est champion. le problème d'Internet, c'est que ça reste. non, Donc, mais- du coup, en fin de saison, Fred, On n'est qu'à la fin du premier tiers de saison, bien évidemment, et on n'est pas non plus dans la culture de Ah oui, l'instant. bien Il sûr. faut ouvrir le prisme de lecture, bien évidemment. N'hésitez pas à nous donner votre avis, bien sûr, en commentaire de cette vidéo. Tout de suite, on va parler d'un bouquin, on va parler d'un homme. Lewis Hamilton, les années Lewis Hamilton, le bouquin de Frédéric Ferret, c'est l'heure du décryptage. Ce livre donc, dont on vous parle déjà depuis le début de la semaine, Les années Hamilton, sorti aux éditions bien sûr Solar et l'équipe, qui est sorti à l'automne dernier. Un bouquin, Fred, qui aurait dû sortir un petit peu plus tôt, notamment, je crois, après le 7e titre de Lewis Hamilton. Ça a pris un petit peu de retard, malheureusement. Ouais, malheureusement, les livres, normalement, ça sort pour Noël pour que ça soit bien vendu. Ça, c'était avant que la F1 ne devienne à la mode. Et donc, il a été un peu retardé. Mais il est là, donc c'est important. Il y a quelque chose qui surprend, et on avait déjà posé la question à Daniel Ortelli lorsqu'il était venu sur ce plateau. Lewis Hamilton est un personnage qui dépasse tous les clivages, qui est presque plus important que son sport, ou est devenu en tout cas l'un des plus grands emblèmes de l'histoire de la Formule 1. Et pourtant, jusqu'à 2019-2020, en France, on n'avait eu qu'une seule biographie qui avait été faite sur ce garçon-là. C'était Lionel Froissart en 2008, mais qui s'arrêtait donc à la fin de sa première saison en Formule 1 en 2007. Comment t'expliques le fait qu'on n'ait pas eu de bouquin sur un personnage comme Lewis Hamilton ? Parce que la F1 n'était pas vendeuse et que c'était quelque chose qui ne permettait pas de se lancer là-dedans. Et en plus, 4 fois champion du monde, 5 fois champion du monde, ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, je pense que c'est, si ce n'est l'égal de Schumacher, peut-être même plus pour moi, ce qu'il réalise depuis ses débuts en F1 est plus fort que ce qu'a fait Schumacher. Donc, on sent le poids qu'il a, cette image de Miami où il est pris en photo avec Tom Brady et Michael Jordan. David Beckham, c'est presque anecdotique. Ça montre la légende que ça a pu devenir, même aux États-Unis. Si Michael Jordan et Tom Brady prennent le temps de s'arrêter auprès de Lewis Hamilton, c'est qu'ils le considèrent comme un père. Pourquoi toi, tu as décidé justement d'écrire sur Lewis Hamilton ? Est-ce qu'il y a une fascination en tant que journaliste ? Alors, quand on est journaliste, on ne peut pas être fasciné par son sujet, ou en tout cas, on le cache, on ne le montre pas. Mais toi qui le côtoies, tu l'as dit depuis 2003, je crois que ta première interview, entretien avec lui, c'est après son titre en F3 Eurosérie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce garçon ? Parce que c'est une légende et on a envie de garder une trace. Je suis un homme de l'écrit, de presse écrite, et garder ces petites anecdotes, ces petits souvenirs, et la manière dont il s'est construit, je pense que c'est important d'avoir ça en mémoire et de le resituer dans le contexte. Quand tu vois l'évolution justement de son histoire, du personnage là, parce qu'on a eu plusieurs Hamilton. On a eu le Hamilton bling bling, le Hamilton qui côtoyait le star, il en côtoie toujours bien évidemment. Là on est désormais sur un Hamilton qui est davantage conscientisé, on va le dire ainsi, politisé, qui a conscience Ça le rend en tout encore cas. plus aimable. Oui, ça peut être un avis. Il y a des gens qui peuvent regretter, tu vois. Il y a des gens qui le trouvent de plus en plus consensuel, par exemple, et qui pouvaient préférer Ça, le c'est pas Hamilton très d'avant. consensuel, hein. Non, c'est pas consensuel. Mais tu as des gens aujourd'hui, peu dans importe l'air si tu du veux temps. politiquement ce que tu penses, il y a des gens qui préféraient le Hamilton bling bling. Après, c'est aussi des questions de génération et qui peuvent reprocher à Hamilton aujourd'hui d'être consensuel. C'est pas mon avis, c'est parfois des avis qu'on lit et c'est parfois des avis qu'on voit. Entre le Hamilton que tu as rencontré pour la première fois en 2003, le Hamilton que tu croises là désormais en 2022, comment tu marques cette évolution ? Est-ce que quelque part on n'a pas affaire à l'un des plus beaux personnages de film après Ayrton Senna que la F1 nous ait livré ? Parce qu'il y a une histoire de film en fait à travers ce livre. Oui, on oublie la première partie où il est encore un peu là, c'est le côté premier de la classe. Oui, c'est vrai. Et, McLaren. le jeune élève McLaren, oui,
Et c'est assez amusant de le voir évoluer comme ça. Il y a son premier, ces 2 petits piercings que Ron Dennis n'aimait pas. J'ai une question, Fred, pour toi. Je me souviens d'avoir travaillé avec Guillaume Navarro, qui était sur RMC à une époque, et qui j'écris l'article. J'étais bénévole à l'époque. J'écris l'article de la signature C'est pas bien. de Lewis Hamilton. Hein Il faut toujours être payé quand on travaille. J'avais 18 ans et je travaillais pour un site. Bon. Et j'ai écrit l'article de signature de Lewis Hamilton chez Mercedes. Gros truc quand même. Et je me souviens qu'après, on a un appel avec la rédaction. C'était Toile et Fin à l'époque, le site, comme il s'appelait. Et je me souviens de Guillaume Navarro qui me dit: tu verras les cheveux de Lewis dans 3-4 ans. Je lui dis: mais pourquoi? Il me dit: mais tu verras, McLaren, c'est clac, clac, clac. Tu vas voir que là, s'il signe chez Mercedes, c'est pour être lui-même. Est-ce que, du coup, en rebondissant sur mon anecdote personnelle, est-ce que toi, tu as senti justement que c'était sa prise d'envol, le départ chez Mercedes, et que McLaren, ça a été un cocon pour le forger, pour le nourrir, pour que derrière, il devienne Lewis Hamilton? Alors, je ne pense pas qu'il avait tout construit comme ça, mais ça devenait trop pesant pour lui, qu'il ne gagnait plus. Il n'était plus, on en revient à la discussion d'auparavant, Perez-Verstappen, il n'était plus chez lui. C'est que Button avait commencé à prendre de la place, et c'est un peu gênant quand on est l'enfant de la maison. L'enfant de la maison, et papa m'aime plus. Je vais aller voir ailleurs. Maintenant, je vais prendre mon studio. Je vais quitter la maison familiale pour me prendre un studio tout seul. Quand on voit Niki Lauda, Toto Wolff, le lobbying qu'ils ont fait pour expliquer le projet Mercedes, effectivement, peut-être qu'il a senti davantage d'amour de ce côté-là. En Turquie, le soir de son 7e titre, où il raconte qu'il va chez Ross Brawn et que la dernière discussion qui le fait basculer, qui est avant Singapour, je crois, c'est autour d'une tasse de thé dans la cuisine de Ross Brawn. J'aurais aimé être là. Oui, on aurait tous aimé être des petites souris. Tu parlais de père. La figure paternelle chez Lewis Hamilton, on a l'impression que c'est quelque chose de central. On a beaucoup parlé de Ron Dennis, forcément, en début de carrière. On a beaucoup parlé de son papa, Anthony Hamilton, à qui il a rendu hommage, et parfois avec lequel il y a eu aussi également certaines brouilles et certains écarts. Toto Wolff, Daniel Ortelli nous disait c'est plus considéré aujourd'hui comme un grand frère, mais on a du mal à trop comprendre cette relation. Et puis il y a Niki Lauda, dont il a énormément parlé. Est-ce que Lewis Hamilton, c'est quelqu'un aussi qui se cherche un père? Je suis désolé, on fait peut-être dans la psychologie de comptoir à travers cette mauvaise question, mais on a l'impression que c'est un sujet central, la question du père chez Hamilton. Alors, je pense qu'il se cherche personne et qu'il a besoin de personne. Pour moi, c'est un être qui est comme un grand sportif qui est seul. Et le pouvoir s'exerce seul. Les présidents de la République le font. Lui, un grand champion, ça doit être seul. Je pense que Max Verstappen n'a plus besoin de son père et va rester très vite seul. Si Charles Leclerc devient champion, je pense qu'il sera seul aussi. Malheureusement, son papa est décédé, mais je pense qu'il aurait eu une autre relation avec son père que celle d'un décideur, même s'il était très présent aussi. Pour en revenir à Lewis Hamilton, je ne pense pas qu'il ait besoin de cette figure paternelle. Niki Lauda, il a besoin d'être soutenu dans des moments difficiles. C'est pour ça qu'Anthony était là à Abu Dhabi aussi, parce qu'on a vu que c'est la première personne qu'il est allé voir quand même. C'est pas les gens de chez Mercedes, c'était vraiment Anthony et ce soutien-là, parce qu'effectivement, et il le répète tout le temps, il est toujours très seul, même si on suit un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il est toujours seul. Et je pense que il y a sa petite bande de copains qui compte énormément. Mais je pense que Niki Lauda aurait été salvateur au soir d'Abu Dhabi. Et que je me souviens de Suzuka 2016. Donc c'est juste la semaine après le Grand Prix de Malaisie où son moteur est cassé. Et donc, normalement, il est champion comme ça. Sauf que Rosberg fait 3 et Rosberg le jeudi dit maintenant je me suis rendu compte d'un truc, si je fais 2 jusqu'à la fin de saison, je suis champion. Ça, Il a la pole. Lewis doit la louper pour je ne sais pas combien, mais vraiment un pet de chat. Et le matin, il a plu. Et juste après la parade des pilotes, il descend toute la ligne droite pour venir inspecter sa position et mettre le pied dessus comme s'il commençait à avoir peur. Et vous vous en souvenez peut-être pas, mais
il loupe de rien son départ et Nico s'envole et c'est terminé. Et le soir, c'est la seule fois dans l'histoire de Mercedes où il n'est pas venu au point presse et il a été exfiltré avec Toto dans le jet de Niki Lauda. Je pense qu'il était détruit. Ils sont tout de suite rentrés en Europe. Tu dis pour présenter ce bouquin, j'ai beaucoup aimé cette phrase, tu dis dans le paddock, il est comme dans une voiture, vivant seul, sans cours, loin de ses adversaires et surtout très loin des journalistes. Et ça, cette phrase, elle est intéressante parce que lorsqu'on a fait venir Daniel Ortelli pour parler de son interprétation, de sa bio sur Lewis Hamilton, lui nous disait que la presse britannique avait été très importante, très influente, notamment dans ses jeunes années, avant d'arriver en Formule 1, que presque il y avait beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'étoile Lewis Hamilton et du personnage qu'il fallait absolument amener au plus haut niveau, ou en tout cas à qui il fallait donner en tout cas énormément de lumière. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est vrai. Juste que ça a changé en cours de route. Non, c'est qu'il est absolument pas proche des journalistes. Si les journalistes cherchent à le mettre en valeur parce que c'est un produit marketing énorme pour la presse britannique. Imaginez que Pierre Gasly ou Esteban Ocon soient en train de se battre pour son 8e titre mondial. Oui, réponds-moi au téléphone, c'est sûr. Je peux vous dire que vous allez avoir du monde qui va venir discuter du problème ici et que vous allez avoir des vues qui se chiffrent en dizaines de millions. Très clair. Donc pour eux... Vite. On va appeler Esteban et Pierre Fissa. Et on leur donne beaucoup de force, bien évidemment. Ça fait 20 ans, du coup, depuis cette première interview. Alors, je rappelle, parce que ça, c'est important quand même de le dire. Dans ce livre, il y a des interviews que tu as déjà fait il y a longtemps avec lui. Il y a des infographies, il y a des superbes photos aussi. Ça, c'est vrai que le format est vraiment terrible. Il y a des anciens articles de l'équipe. Tu les as tous écrits? Oui. Tous ceux qu'il y a, dedans, qui sont donc de toi. Et il y a aussi des choses qui ont été rajoutées, des éléments de narration qui viennent mettre du lien, justement, entre toutes ces époques. Parle-nous de ta relation avec Lewis Hamilton, parce que ça fait 20 ans après la première interview. Est-ce qu'il y a eu des moments d'accro? Est-ce que le fait de côtoyer quelqu'un comme ça pendant 20 ans crée une certaine relation? J'ai pas l'impression, parce que tu nous dis qu'il a vraiment ce statut à part et qu'il vit dans une bulle, en tout cas dans ce paddock. Explique-nous un petit peu cette relation particulière. Le dernier accro, il date de Barcelone cette année. Lorsque je lui pose la question de savoir si il a peur que Mercedes ait raté la voiture et qu'il m'engueule en conf de presse devant tout le monde. Donc ça devient un peu viral ce jour-là. Et en vieux journaliste, j'ai pas l'habitude de vivre ça, donc c'était pas marrant à vivre. Le deuxième, c'était lors de la bataille avec Nico Rosberg, où il s'accroche en Autriche et à Silverstone. J'essaye de revenir. La question a déjà été posée lors de la conf du jeudi et j'essaie de la poser différemment, mais il m'envoie paître. C'est pas. Mais c'est pas grave. Je pense que la relation, vendredi, il m'a parlé en français pour commencer, en me demandant pourquoi j'étais pas Bakou et s'il faisait beau à Paris. Donc c'était assez. En fait, il sait pertinemment qui est tout le monde, et notamment les vieux journalistes. Simplement, il ne veut pas créer de lien d'intimité. Il y a eu un jour, j'ai été à un événement Monster pour faire un autre one-to-one. Et je suis avec il n'y a pas de journalistes de F1. Et donc les deux jeunes journalistes disent on va être avec Lewis Hamilton. C'était au lendemain de son 5e titre. Donc c'est bien l'égal de Fangio. On est dans une Mercedes. Et il n'arrête pas de faire des tours sur le circuit. Et donc il y en a un qui monte à côté de lui. L'autre qui monte en pouvant le voir dans la conduite à droite. Et donc les deux me disent, ça ne te dérange pas de monter derrière lui, toi de ne pas le voir? Je dis, non, je l'ai vu la semaine dernière, je le vois la semaine prochaine, donc pas de problème. Et il salue tout le monde, et il me tend la main, et d'un seul coup, il voit que c'est moi, et il regarde les deux, il dit, je ne l'ai jamais fait rouler, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir peur? Et on va lui faire peur au vieux. C'est le genre de... Et donc, eux ont été encore plus ravis du moment, j'imagine. Où est-ce que tu places les années Hamilton? Parce que c'est le titre du bouquin. Où est-ce que tu les places dans l'histoire de la Formule 1? Alors, je ne vais pas te demander si c'est le meilleur de l'histoire, parce que c'est pas... On ne fera jamais, on posera jamais cette question d'ailleurs dans les pistonnés, parce que toutes les époques sont incomparables. Mais en termes d'impression, beaucoup de gens se sont plaints, lors de cette hégémonie, notamment Mercedes, beaucoup de gens se sont plaints de l'ennui suscité par le manque de lutte, notamment post-2016, après le départ de Nico Rosberg, et au moment où Mercedes a changé de stratégie avec l'emblème Hamilton et le lieutenant, entre guillemets, Valtteri Bottas.
les années Hamilton, tu les places où dans l'histoire de la Formule 1? Et même en termes de, j'allais te dire, de figure de proue ou de prophète de la Formule 1, là on va y aller, où est-ce que tu le places par rapport à Ayrton Senna? Ayrton Senna, d'abord, est très très haut, donc ça va être dur de... Mais où est-ce qu'on mettrait Jim Clark? Où est-ce qu'on mettrait Alain Prost? C'est des... Schumacher, j'ai tendance à dire que lui aussi a suscité un ennui incommensurable. Vous étiez sans doute trop jeune pour vous en rendre compte. Si, je te jure. Et, enfin, eux se sont régalés, ils aiment bien Ferrari. Mais je vois que Schumacher a très souvent été battu par Häkkinen, par Villeneuve, par Alonso. Par Damon Hill, mais la voiture n'était pas bonne à l'époque. C'était juste du lobbying personnel. On pourrait dire même Damon Hill. Mais... C'était plus une boutade. J'ai trop de respect pour Damon Hill. Moi aussi, tu as raison. Donc ces années sont quand même... On a appelé ça les années Hamilton parce qu'il n'y a pas que ces titres. Il y a les 4 années où Vettel domine de manière incroyable et réussit quand même à gagner des courses avec une McLaren qui est quand même pas la meilleure du plateau. Justement, on en discutait vendredi. Il a gagné en 2009. La McLaren 2009 en début de saison, c'est quand même pas la... Je pense qu'on est au niveau d'une AlphaTauri. Mais Hamilton, c'est simple. Il me semble qu'il a gagné au moins une course par saison et qu'il a au moins une pole par saison. 2022. C'est ma première question de l'interview de samedi dans l'équipe. Ça, il ne le savait pas. Et je lui dis, si tu gagnes une course cette année, tu bats Schumacher. Donc, tu l'as encore plus motivé. Il est motivé. C'est le physio, Fred. Non, je ne suis pas Angela. En fait. Je n'ai pas le physique d'Angela. Quand on... dans ce livre qu'on a lu, mais on va te laisser le vendre un petit peu quand même, si tu devais nous raconter, pardon, excuse-moi, une ou deux anecdotes, tes 2 anecdotes préférées, on va dire, qui sont à retrouver justement dans ce livre, Les années Hamilton, ce serait quoi? Sa signature, c'est Mercedes. Parce que ça m'a pris pas mal de temps en discutant avec les gens de Mercedes, d'un souvenir d'un entretien avec Niki Lauda. C'est une bonne manière de voir comment la prise de décision s'est faite, et c'est capital pour sa carrière, et c'est 7 titres. Il y en a quand même 6 qui sont... On se disait que ça allait être un champion du monde presque lambda, à bout d'un moment, en 2012-2013. Enfin, on le voyait pas en fait atteindre les sommets qu'on nous avait promis avec Ron Dennis à l'époque. D'un coup d'un seul, il y a une renaissance folle avec Mercedes, quoi. Donc il faut pas oublier que le combat de 2014 avec Nico Rosberg est très serré. On a beau savoir dès le début de l'année que le champion s'appellera Mercedes, il faut quand même attendre Abu Dhabi et sa dernière course à double point. Point doublé, oui, c'est ça. On va jusqu'au dernier Grand Prix entre les deux. Et déjà, Rosberg ne lâche rien. Et lui aussi, il peut vous en souvenez peut-être pas, mais son volant est en panne à Singapour. Oui, et il perd 2 fois. Il se fait un 25-0 là-dessus, les deux. Et en début d'année, il avait eu un problème. Lewis avait eu un problème moteur, donc ça égalisait les chances. Mais c'est une saison 2014 qui est génialissime. Vu l'amour que se vouaient Lewis Hamilton et Nico Rosberg lorsqu'on était journaliste à cette époque-là, entre 2014 notamment et même de 2013 et 2016, qui, entre guillemets, avec la parano qu'il peut y avoir chez les pilotes, ce qu'il fallait faire, entre guillemets, un choix. Je l'ai fait. C'est peut-être pas... Mais vous parliez de Senna, j'adorais lire dans l'équipe Johnny Reeve qui avait pris le parti de Alain Prost et Anne Giuntini qui avait pris le parti d'Ayrton Senna. Et voilà, c'était... et quand j'en discute aujourd'hui avec Alain Prost, il me dit oui, Anne, j'avais pas envie d'aller lui parler. Voilà. Donc, mais c'est le seul moyen d'essayer d'obtenir des infos, d'essayer de déstabiliser. La pole sous enquête de Hongrie 2016, c'est parce que Nico Rosberg vient me dire le dimanche matin après la parade des pilotes derrière les poubelles qu'il s'est fait rappeler et Mercedes a été obligé d'affréter un hélicoptère pour le faire revenir chez Charlie Whiting, que je peux poser la question à Lewis le dimanche après sa victoire. Sinon, hormis lui demander vous êtes content d'avoir gagné, il y a plus... beaucoup trop souvent. Donc,
Et est-ce que dans ce bouquin, il y a des zones d'ombre, on va dire, de l'histoire d'Hamilton sur lesquelles tu aurais aimé le questionner pour avoir des réponses et avoir des ressentis précis, on va dire, sur certaines choses, sur certains passages de sa carrière ou de sa vie même, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pilote, mais... des choses personnelles. Les rapports distendus avec son père, les Anglais ont écrit que que son père lui avait pris de l'argent. J'ai jamais eu les preuves et personne n'en parle. Bon, voilà, c'est pas plus. J'aime bien qu'un sportif comme une star de cinéma garde sa part de mystère. Ce qu'on aime chez lui, c'est pas l'homme qui va faire la fête le samedi soir. C'est ce que j'apprécie justement dans son changement de personnalité, c'est que il a fait des pieds et des mains pour aller au Met Gala, pour devenir une star bankable aux États-Unis, dont tout le monde se foutait, et qu'aujourd'hui, il a les moyens de pouvoir prendre une table entière au Met Gala et d'inviter 6 jeunes designers britanniques de couleur pour les mettre en scène pour les Américains. Ça, c'est vraiment plus le même homme. C'est plus lui qui cherche à se montrer, il cherche à profiter de sa notoriété pour mettre en scène les autres. Ça, c'est... Et d'où vient ce switch pour toi dans sa vie, de ce changement de... C'est devenu un homme. Il n'y a pas un événement, quelque chose justement qui aurait pu pousser à... Alors peut-être dans le domaine privé, mais en relisant, c'est amusant, en faisant ce livre, en relisant la première interview de 2003 qui date du 5... Enfin, elle paraît le 24 décembre 2003. C'est... il y a une éternité. Non, pardon, 23 décembre 2005. C'est après son titre de F3, oui, 2005. Et ce titre-là, il parle déjà de sa conscience du racisme dont il a souffert. Donc c'est pas une posture dont il s'est servi après en disant « Oh là là, maintenant, ça devient un enjeu sociétal, donc je peux me mettre en scène là-dessus ». Non, il l'a toujours eu, simplement, il continuait à le cacher. On oublie que lors des essais hivernaux 2008, il y a des tribunes qui lui crient des cris de singe. Ouais. C'est violent, on a oublié, aujourd'hui, personne ne tolérerait ça une minute. La dernière question que j'ai envie de te poser, comment tu vois la fin des années Hamilton? Parce que, bon, quelque part, il n'en a peut-être pas terminé avec cette chasse au record. Alors, on sait que dans la communication, il dit toujours que non, il n'est pas là pour ça, il est là pour prendre du plaisir. Il est là pour motiver aussi par ses combats en dehors de la piste. Tu confirmes bien qu'il veut absolument tout prendre à Michael Schumacher, qu'il veut marquer tout pour prendre tous les records, on est d'accord là-dessus, ouais. Et comment tu vois la fin? Est-ce que la fin aurait pu être écrite à Abu Dhabi si l'issue avait été différente? Et l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à rester en Formule 1? Le plaisir. Le plaisir. Et il n'y a pas un pilote de F1, quand vous voyez que Coulthard termine chez Red Bull, à l'époque Red Bull, c'est nulle part. Schumacher est prêt à revenir chez Mercedes alors que Mercedes n'est rien à cette époque-là. Vous ne pouvez pas vous en passer, c'est une drogue ultra dure. Vous allez en souffrir dans vos vieilles années de quitter la F1. Quand vous êtes picousé, on y est jusqu'à la mort. Et il a ce côté racer comme un Vettel, comme un Alonso, on pourrait le voir en IndyCar, on pourrait le voir aux 24 heures du Mans, ou non, le jour où il quitte la Formule 1, il fera complètement autre chose. Je lui ai justement posé la question, lisez-le sur le site de l'équipe, je pense que ça doit être encore trouvable. Il me dit que 8, ça ne l'intéresse pas. Donc s'il avait gagné le 8e titre, il avait un contrat à honorer et il l'honorerait jusqu'au bout. Donc il aurait continué. Et pourquoi pas le voir comme patron d'une écurie de F1 un jour? Ah, ça, tu le vois passer de l'autre côté? C'est ce qu'il m'a répondu samedi matin. D'accord. Bah ça, c'est intéressant. Michael Jordan a lancé une marque, ça me plairait beaucoup. Il a une équipe de NASCAR, pourquoi pas? Je verrais bien dans la musique aussi, je sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être parce qu'il avait, je crois qu'il avait fait un morceau de R&B où il faisait le refrain et il n'avait pas... C'était pas dingue. Non. Ah, mais tu sais, il y a toujours une première à tout, et voilà. Il pourrait le faire en tout cas. Je vous rappelle les années Hamilton, le livre de Frédéric Ferret paru aux éditions Solar et l'équipe. Allez retrouver dans toutes les bonnes librairies et nous on vous offre bien sûr un exemplaire. Alors restez connectés sur les réseaux et de Frédéric Ferret bien sûr et des pistonnets. On va lancer le jeu concours juste à la sortie de cette émission et on vous enverra le précieux sésame avec la petite dédicace et tout ce qu'il vous faut. Voilà, j'espère qu'il y aura normalement un heureux élu et puis pour le reste et les autres, n'hésitez pas à l'acheter pour vous et à l'offrir à ceux que vous
vous aimez, bien évidemment. On conclut cette émission avec un petit quiz très rapide pour parler des unes de l'équipe. Les principales unes de l'équipe, alors c'est un petit quiz très rapide, en fait, c'est même pas pour jouer, c'est plus pour avoir des anecdotes. On va te proposer 1, 2, 3, 4, 5 unes. L'idée, c'est de retrouver le titre, voir si tu t'en souviens, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Et puis, si tu as une anecdote en rapport avec cette une, eh bien, écoute, on est preneur. Première une, c'est le Baron Rouge, mais qui était passé chez les Gris à cette époque. Ah oui, c'est facile. Une légende s'en va. Exactement, c'est une légende s'en va. Michael Schumacher. Alors c'est assez marrant parce que j'ai repris aussi la une de 2006 et c'était. Alors vous avez repris exactement le même titre, sauf qu'à la place de légende, c'était. Une étoile s'en va. Une étoile s'en va, exactement. C'était exactement ça. C'était même peut-être prémonitoire par rapport à son arrivée plus tard chez Mercedes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la première retraite, notamment de Michael Schumacher. Est-ce que c'est lui qui l'avait à l'époque véritablement décidé? Est-ce que toi, dans ton rôle de journaliste, tu as réussi à dénuer le vrai du faux? Non, mais Jean Todt a toujours dit que c'était le choix de Michael de céder sa place à Kimi Räikkönen. C'est lui qui lui avait demandé, qu'il en avait. Il voulait faire un break. Voilà. À le voir aussi marqué à Monza en 2006, on peut avoir des doutes sur le fait qu'il ait fait ce choix tout seul, mais la preuve, c'est qu'il est revenu dès 2010. Je te propose de regarder la une suivante. Forcément, elle est beaucoup plus récente. Alors là, si tu l'as pas, c'est qu'il y aura un souci. Alors attends, je vais essayer de me baisser. Hop, c'est là. Alors non, là, celle-là, je l'ai pas. Tu l'as pas? Ah, ce jour-là, j'étais dans l'avion. Ah, celle-là. C'est la plus récente. C'était la magie Gasly. Alors attends, ce jour-là. Magie Gasly. Ouais. Ce jour-là, parce qu'on était en pleine période Covid, tu étais présent à Monza, alors, ouais. Ça, c'est. Alors, imaginez que quand vous débutez en F1, journaliste à l'équipe, vous n'avez pas de pilote français. Finalement, vous en avez, mais vous n'avez pas de victoire. Vous avez, heureusement, Romain Grosjean nous offre 10 podiums. Enfin, ça ne fait pas la même chose. Et ce jour-là, c'est un moment fantastique parce que donc on est sous la bulle assez serrée, mais qui commence à ouvrir quelques petites brèches. Et ce week-end-là, la FIA nous offre la possibilité de faire des interviews en one-to-one, programmées à l'avance. Ça s'appelle la bulle Covid. Donc, le jeudi, je fais une interview avec Romain Grosjean, en vrai et non plus en Zoom, ce qui est génial. Et là, toute l'après-midi, je ne travaille pas pour le journal. Je suis sur la passerelle pour essayer de négocier avec Fabiana Valenti la possibilité que Pierre monte pour faire l'interview. C'est 2h30. Il fait tous les plateaux télé. Et je lui dis, est-ce qu'il peut monter? Et il monte, il est 7h30. Et donc, on fait l'interview. Et derrière, je commence à bosser, il doit être 8h. Voilà. Mais j'ai fait une interview avec le premier vainqueur en 24 heures et ça, c'est... je peux mourir maintenant. Le plus tard possible. Le plus tard possible, mais tranquillement. Et tu l'avais plus ou moins, pas deviné, mais je ne peux pas dire que tu l'avais senti, mais tu avais fait une petite blague à la rédaction quelques jours avant. Oui, ils avaient éventuellement songé à arrêter les voyages. Et j'avais dit, mais si il y a un Français qui gagne, on aura l'air fin. Et ça m'a vite donné raison. L'air fin, c'est bon. Une forcément triste parce que la Formule 1 c'est aussi parfois dramatique et un très mauvais souvenir. On n'est même pas obligé de découvrir en vrai le mot. Il est parti. C'était la une après le décès de Jules Bianchi. Quand on est journaliste en Formule 1, quand on est journaliste sportif, il y a parfois aussi des liens d'accointance avec les pilotes. Cette photo, elle est incroyable, vraiment. Je trouve qu'elle dégage une émotion terrible. Cette gueule d'ange qu'avait Jules Bianchi. Vous voyagez à travers le monde avec tous ces pilotes. On imagine que cet événement a dû être terrible à vivre en tant que journaliste, de par les circonstances, de par comment ça s'est passé du côté de Suzuka, les mois qui ont suivi. Raconte-nous ton expérience un petit peu personnelle par rapport à ça. C'est amusant que vous ayez eu Daniel Ortelli parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai déjeuné avec un pilote le jour d'un Grand Prix. Il pleuvait à Sceaux. Je pense que Daniel a dû vous raconter la même histoire. En fait, ce jour-là, il pleut. Et je sors pour aller chercher mon petit bento. Il pleut à Sceaux et Jules est en train de prendre son café devant la porte et m'invite à rentrer. Et donc on a discuté pendant 1 heure. Daniel Ortelli nous a rejoints après. Il était très en colère contre Ferrari qui venait de signer Vettel. Et voilà. Et c'est la première fois dont il m'a parlé de Charles Leclerc en me disant qu'il fallait le suivre, qu'il venait d'aller le voir à Budapest 15 jours avant. Et voilà. Je
Je propose qu'on passe à un exercice, enfin, surtout une bien plus réjouissante, surtout pour deux personnes autour de ce plateau qui aiment beaucoup cet homme, Fernando Alonso, alors qui partageait la une ce jour-là avec, je crois qu'il y avait Yoann Museeuw, si je dis pas de bêtises, et surtout Valentino Rossi. Valentino Rossi, oui. Il avait eu le droit à la une, c'est en 2005, cette fois-ci, le 26 septembre 2005. Le titre... T'as une idée ou pas du tout? Le monde est à eux. Voilà, le monde est à eux, tout à fait. Alors, là, cette fois-ci, il y avait la une. En 2006, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, je sais plus entre ce qu'on a dit hors antenne. D'ailleurs, on verra que sur la pub en dessous, il y a des faux airs de Despiello. Hein. Voilà, c'est juste pour faire un coucou à notre ami. Raconte-nous, parce qu'en 2005, il y a la une, et 2006, il n'y a pas de une, c'est juste un bandeau. Juste un bandeau et on n'en parle pas, quoi. Alors, je crois que la rédaction en chef a changé entre les deux et qu'ils étaient moins fans de F1. La première, c'est d'abord c'est Renault qui gagne une première fois. Après, ça devient presque une habitude. Et ouais, on avait tous été à la rubrique auto, moto, bateau. On n'avait pas été contents. On avait demandé à la rédaction en chef de nous expliquer pourquoi la deuxième année on n'avait pas eu la une pour ça, parce que c'était un moment tellement fort. Ouais, ça c'était mon premier titre de F1 pour moi, 2005. D'accord. Je faisais des interviews d'Alonso depuis trois grands prix pour avoir, avec le décalage horaire, à cette époque-là, on pouvait... Donc je lui posais des questions un peu barrées. Et le soir du titre, on le retrouve au bar où Renault organise la fête. Et je vais le voir pour lui faire signer une casquette pour mon fils. Et je lui dis, vous ne me connaissez pas? Il me dit, si, c'était l'abruti de français qui me pose des questions stupides. Eh bien, écoute, c'est excellent. Et puis la dernière une, elle est beaucoup plus récente. On en a parlé tout à l'heure, elle est fantastique. Photo Jérôme Prévost. Exactement, tu nous en parlais, The Crown. Instagram Mercedes. Bon, une petite anecdote, une dernière peut-être sur Lewis Hamilton que tu nous aurais pas dit. Oh. Non, il faut garder du mystère. Exactement, tu as raison. Et le mystère, il est là-dedans. Les années Hamilton, bien sûr, de Frédéric Ferret aux éditions Solar et l'équipe Fred. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage pour le marathon qui t'attend, parce qu'une saison de Formule 1, lorsqu'on est grand reporter, c'est aussi éreintant, c'est aussi fatigant, mais on fait un tour du monde par an. C'est génial. C'est pas bien pour le bilan carbone. Oui, c'est vrai, t'as raison. Hamza Abris, merci beaucoup. Et puis vous, chez vous, merci bien évidemment de suivre les pistonnés. N'hésitez pas à nous donner vos avis, bien sûr, sur cette émission. On se retrouve dès dimanche à 13h pour Pole Position sur Winamax. Lundi, le débrief du Grand Prix du Canada à Montréal. Et puis mercredi, on aura un autre magazine. Est-ce qu'on a le droit de dire le prochain invité, Hamza, ou pas? On garde le mystère. Non. Le mystère. Et il a raison. C'est lui qui fait de la rétention d'infos. C'est pas de ma faute. Bonne journée à tous, les amis. Salut.